réponse par rapport à ces nouvelles méthodes, mais pour le coup, il me semble que c'est une question à laquelle il faut répondre pour éviter que, enfin, comme peut-être M. Delahaye le montre dans son rapport sur la grande pauvreté, on puisse éviter de mettre en œuvre des pratiques qui puissent renforcer ce type d'écart. Peut-être que je me trompe complètement et j'aimerais que vous me répondiez là-dessus. Merci. C'était clair, audible, ou il faut que je retraduise? Si tu voulais bien me retraduire en quelques mots, parce que j'ai perçu des éléments. On parlait évidemment des élèves défavorisés, des avantageux, etc. Mais j'aimerais bien mieux cerner l'objet de la question elle-même. La question portait sur les élèves, donc effectivement défavorisés, sur la possibilité de réduire la fracture sociale, enfin, des inégalités sociales, et de voir si la pédagogie inversée pouvait aider à cela, ou au contraire s'il fallait prévoir des précautions supplémentaires pour ces élèves fragilisés par l'environnement social qui est le leur, avec une référence au rapport de Jean-Paul Delahaye sur les élèves et la grande pauvreté. Donc je pense que c'est aussi une question sur les élèves d'éducation prioritaire, pour savoir comment la pédagogie inversée pour ces élèves peut ou non apporter des réponses, sinon des solutions. Oui. Alors, les questions sont complexes, hein, ça aurait demandé que je sois 2 jours avec vous. Comment commencer? Bon, tout d'abord, je l'ai dit, je le répète, je ne pense pas qu'il faut prendre la classe inversée comme la solution miracle à tout. Je pense que la classe inversée indique simplement aux enseignants des pistes dans lesquelles ils peuvent expérimenter de nouvelles choses, c'est-à-dire des pistes dans lesquelles ils vont continuer à apprendre comme tout le monde. Ça, c'est la première chose. Je ne suis pas, et je n'aimerais pas ça du tout, l'apôtre, l'évangéliste de la classe inversée. Je vous l'ai dit, je trouve ça un phénomène précurseur, intéressant, parce que en accord avec certains besoins et nécessités d'une société qui évolue de toute façon. 1. 2. La question de ces élèves pauvres, je dirais simplement, en difficulté de par leur environnement social, etc., je la vois souvent survenir. Je pense que c'est extrêmement important que l'école, l'enseignant, ait un regard attentif, particulier, envers ces élèves qui risquent d'être en difficulté. Maintenant, de manière très provocante, si nous sommes, je ne pense pas que nous le soyons, mais si nous sommes dans un débat qui opposerait l'enseignement tel qu'on l'a toujours fait le mieux possible et la classe inversée, je vous demanderai d'abord de me dire qu'est-ce que l'enseignement traditionnel faisait pour ces étudiants moins bien équipés cognitivement et socialement. L'enseignement traditionnel ne s'en est jamais soucié. On donnait le savoir formalisé le mieux possible, avec des outils technologiques, une petite vidéo de temps en temps, etc. Mais malgré tout, on donnait le même enseignement à tout le monde, et donc les enfants qui venaient d'une famille où la culture du livre, à limite, était installée, avaient évidemment plus de facilité que des élèves dans lesquels je n'étais pas installé. Donc la rupture sociale, elle existait bien avant que les classes inversées n'existent. Je pense que ça doit être quelque chose qui doit être bien dit, et bien dit, je veux dire, voilà, sans agressivité ni rien. Les élèves, on parle souvent du statut social comme objet de différence finalement, d'attente de différenciation.
Mais on ne s'est pas soucié non plus du fait que les étudiants ne sont pas équipés cognitivement tous de la même façon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains élèves, ils sont dans le schéma « dites-moi », expliquez-moi, je veux que vous m'expliquiez. Et évidemment, un enseignement de nature transgressive va les satisfaire. Mais nous avons toute une famille de makers, de personnes qui sont plutôt dans l'action, qui voudraient expérimenter, laissez-moi faire, et l'enseignement traditionnel ne s'en est jamais soucié non plus. Autrement dit, on reproduit finalement, je vous disais, le savoir sur un piédestal, on reproduit, on sélectionne les étudiants qui étaient capables de s'accommoder, rappelez-vous, de s'accommoder dans un système de nature transgressive, et on n'arrêtait pas, sauf certains qui s'échappaient, où ça arrive, on n'arrêtait pas d'assassiner Mozart, de mettre de côté les créatifs parce qu'ils ne tiennent pas en place, ils sont incapables d'écouter un professeur pendant 2 heures, etc., etc. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que trouvez-moi qu'on faisait attention aux différences dans l'enseignement traditionnel et j'accepterai de continuer à vous parler des différences dans la classe inversée. Non, je blague, je vais quand même continuer. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que, je vous l'ai dit, mais trop rapidement tout à l'heure, les résultats de recherche, il y en a qui ont été faits, et pour être simple, quelque part, je vais un peu biaiser le protocole, mais les idées sont là. Il y avait une sorte de pré-test qui est finalement l'enseignant dans sa classe, il sait bien qui c'est les élèves qui sont forts, les élèves qui suivent bien les cours, qui apprennent bien leur leçon et qui font bien leur devoir, et ils savent bien qu'il y en a d'autres qui ne suivent pas bien les cours, qui ne font pas bien leur devoir. Bref, on peut très bien, de manière plus scientifique, dans un pré-test, faire des catégories. J'aime pas trop les mots, mais de nouveau, pour éviter des longueurs, les bons élèves et les moins bons élèves. Et on a vu que dans la classe inversée, les bons élèves, finalement, que ce soit classe inversée ou enseignement traditionnel, ils arrivent à s'adapter, si vous voulez, au scénario, aux modalités, au processus de la leçon ou de l'activité donnée par l'enseignant. Et finalement, ils étaient bons, ils restent bons. Voilà. Par contre, on constate que chez les élèves les plus faibles, le taux de réussite, si vous voulez, le nombre d'élèves qui passent de la probabilité d'échec à la probabilité de réussite, si je peux m'exprimer comme ça, elle grandit. Elle grandit, mais pourquoi? Parce que dans la classe inversée, ou plutôt dans les classes inversées, il y a des phases dans lesquelles il y a du normatif, que ce soit par l'enseignant qui fait une synthèse ou par la vidéo qui introduit les idées. Mais il y a aussi des activités. Les fameux créatifs, les fameux Mozart qu'on assassine, tout à coup, ils se révèlent, ils n'étaient pas bons, vous savez, pour apprendre des trucs par cœur et tout, et ils sont de moins en moins bons parce qu'ils se rendent compte à quoi ça sert d'apprendre ça par cœur, puisque c'est disponible dans mon engin qui est ici. Mais malgré tout, on donne aux différents styles d'apprentissage, j'ai dit la réserve que j'avais par rapport à ça, des occasions d'apprendre selon leur mode privilégié. Et donc, ça pourrait expliquer finalement que les élèves dits défavorisés, mais qui sont peut-être défavorisés parce que la famille n'est pas riche, mais je mets aussi dans le coup les défavorisés parce que les schémas, si vous voulez, cognitifs qui ont été exercés par la famille ne sont pas adaptés à ceux de l'école tout simplement, ils ont plus de chances, plus de probabilité de participer à cette émancipation que l'école voudrait introduire. Par contre, on a constaté aussi par des enquêtes complémentaires que les élèves qui sont les bons, ceux qui sont bien adaptés au système scolaire,
ben, finalement, ils ne font pas de meilleurs résultats. La raison est que certaines enquêtes qui commencent à sortir, la classe inversée, c'est récent, et bien que finalement, à contrario, ils trouvaient que la classe inversée, oui, ben, ils pouvaient apprendre, on leur demandait des trucs, ils les apprenaient, donc on fait comme ça, c'est pas très bien, mais ils n'étaient pas très bien adaptés, ils n'étaient pas très motivés pour la classe inversée, ben, tout simplement parce que peut-être que les élèves dits bons, ceux que nous sélectionnons donc, ben, ils sont formatés à un certain mode d'apprentissage, dites-moi, expliquez-moi, etc. Et dans la classe inversée, ben, il y a une sorte d'effet de compensation qui faisait, ils apprennent tout autant, ils apprennent bien, mais malheureusement, la méthode qui leur donne des espaces de liberté ne leur convient pas parce qu'ils sont, eux, ils sont bons, parce qu'ils sont adaptés à la forme scolaire dite traditionnelle. Et donc, vous voyez, beaucoup de nuances par rapport à ces effets différenciés en fonction de, je veux dire, de l'environnement social et des modalités d'appréhension, compréhension cognitive, etc. Moi, ce que je dis, c'est que dans ces recherches-là, on continue à mesurer les effets des classes inversées à partir des savoirs, voire de quelques savoir-faire assez bas dans la taxonomie de Bloom, c'est-à-dire mémoriser, comprendre, appliquer, etc. Et que je pense que les effets de la classe inversée, comme de toutes les pédagogies actives, puisque la classe inversée c'est une sorte de synthèse de plusieurs apports des pédagogies actives, une sorte de synthèse cumulative, mais aussi intégrative de ces apports, ben, est capable de développer d'autres choses en termes de compétences, d'évaluer, créativité, communication, travail d'équipe, etc. Mais que nous avons des difficultés pour mesurer ça, je maintiens. Comment aller mesurer la qualité d'un travail collaboratif au niveau de ses aspects socio-cognitifs, au niveau de ses aspects de créativité, etc., etc., etc. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que les sciences de l'éducation, et j'en suis, quoi. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ben, c'est très bien de faire des recherches. Est-ce que la variété des tâches va influencer la motivation intrinsèque, extrinsèque, etc. Je pense qu'il faudrait qu'on ait des recherches beaucoup plus systémiques, c'est-à-dire incluant beaucoup plus de variables, parce qu'il n'est pas possible avec les humains de travailler une variable indépendante et une variable dépendante en disant toute autre variable étant égale par ailleurs. Ce n'est pas possible, ça varie dans tous les sens, et donc des recherches plus systémiques et aussi une meilleure collaboration, je dirais, pour fournir aux enseignants des outils efficaces, simples, bien ciblés, pour évaluer les effets, les apports de ces compétences transversales. Je vous ai dit, c'est sans doute là que les effets se manifestent, mais on continue à mesurer avec les savoirs. Donc voilà un petit élément de conclusion qui ouvre peut-être des pistes pour vos réflexions. Je suis friand, soyez-le peut-être aussi, si vous voyez des enseignants dans le colloque qui vous proposent des grilles d'évaluation du travail collaboratif, d'une synthèse critique, d'un projet de créativité. Je pense que c'est ce genre d'outils que nous devons partager pour essayer à la fois de développer et de valider les classes inversées et tout autre pédagogie. Je crois que